Tiers livre, tout un été d'écriture, c'est la 37. Alors, petit commentaire en prologue, si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai pu la mettre en ligne. Si j'ai pu la mettre en ligne, c'est que j'ai réobtenu dans ce hameau une connexion Internet, ou bien que je suis allé m'enfermer dans un McDonald's à Digne, à 50 minutes de voiture d'ici. Tant mieux, mais là, je viens de vivre une pleine semaine d'abstinence. Ça veut dire que j'ai au moins 80 contributions en retard dans le fichier d'attente et rien possible de faire. Alors par contre, l'avantage, c'est que ça fait cogiter. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment on amorce le mouvement de fin? Et je crois que ce triptyque, les contributions qui m'arrivent, même si je ne peux même pas les mettre en ligne, 34, 35, 36, ce qui est en train de se produire avec ces jeux de variations sur un même texte, d'épaississement du même texte, mais surtout une sorte de passage à la fiction. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait comme incise ponctuelle dans toutes les propositions précédentes, tout d'un coup, parce que c'est au texte lui-même de bâtir la ville, et non pas nous à se servir du texte pour rejoindre ce qu'on sait ou imagine de la ville, ben ça y est, ça décolle. Et finalement que cette panne d'Internet se soit produite à ce moment-là de notre parcours, c'est bien. Alors Orange a promis, ce qui n'est pas du tout une solution pour nous en ce moment ici dans tout le hameau, puisque le fil est arraché depuis un orage qui a eu lieu samedi dernier, de dire on vous défalquera ça de votre abonnement, enfin du propriétaire du gîte en l'occurrence. Mais moi je vous promets la même chose qu'Orange. On prolongera l'atelier de 10 jours, tant pis, jusqu'à fin septembre. C'est trop beau ce qui se passe. Alors, on y va, carrément, la 37. Ce que je voulais vous proposer, sur la base de cet élan, 34, 35, 36, ce triptyque pour moi extrêmement important, on va rester dans Blaise Cendrars, parce que c'est un auteur qui n'est pas assez exploré. Et qu'est-ce qui se passe dans Cendrars, en particulier dans Bourlinguer? Vous savez que ce qu'il invente, lui, c'est un principe qu'il appelle prochronie, c'est-à-dire je prends un moment de ma vie précis et je le suis dans sa temporalité exacte, dans son lieu exact, mais je ne cherche pas à les assembler les uns aux autres. C'est-à-dire, c'est un procédé par glissement de ce truc-là, on tombe sur un personnage. Ce personnage, ça me vient de cette histoire, etc., etc. Et ce mode d'assemblage, depuis le lieu et le temps, passe avant même ce qui est celui qui l'énonce, c'est-à-dire celui qui construit l'écriture. C'est-à-dire que on n'est pas dans de l'auto-fiction, ce truc-là qui a été à la mode il y a quelques années et dont personne ne parle plus. On est dans un principe où la figure de l'auteur passe en retrait de cette alliance du temps et de l'espace, et donc la vie de l'auteur devient légende, fiction. Alors ce qui est intéressant, c'est un texte qui s'appelle Vol à voile. Je l'ai ici dans le Pléiade tome 1, mais vous le trouverez aussi dans l'autre édition de Noël, qui est ce moment où Cendrars, en 1939, c'est-à-dire 4 ans avant Bourlinguer, juste avant L'homme foudroyé, découvre pour lui-même ce principe où, bien forcé d'aller exhumer des fragments autobiographiques, mais ces fragments autobiographiques, parce qu'ils n'ont pas de bord, vont devenir eux aussi fictionnels. Et donc, Freddy Sauzer, qui est depuis très longtemps Blaise Cendrars, a toute la liberté d'inventer à Blaise Cendrars l'enfance, l'adolescence que veut la fiction. Alors dans Vol à voile, ce qui est fascinant, je ne connaissais pas ce texte, j'ai une grande révérence pour Bourlinguer, pour Lotissement du ciel, la tour Eiffel sidérale. Nous là on vient de travailler sur banlieue de Paris. C'est un ensemble qui s'appelle Sous le signe de François Villon, et c'est dans cet ensemble a priori au départ sur l'importance pour lui de la poésie de Villon, qu'il sort ce moment autobiographique et que dans ce surgissement, il est complètement brut. Et c'est cette brutalité de laquelle je voudrais partir. Alors la page en question, je vous l'ai mise je l'ai recopiée à la main, j'ai pas de scan avec moi, je vous l'ai mise dans les fiches à l'endroit habituel. Je me souviens d'un grand bruit d'usine autour de mon berceau, de beaucoup d'activités à la maison, des visites, des réceptions, puis beaucoup de luxe en Égypte avec palais, yacht, domestique, Victoria, chevaux, puis une vie un peu plus retirée en Angleterre dans un château appartenant à mon grand-père, puis d'une grande maison en Italie, puis d'une enfilade de pièces désertes à Paris, puis d'une toute petite villa au bord du lac à Montreux. C'est là que j'ai percuté.
puis d'une enfilade de pièces désertes à Paris. C'est-à-dire que là, il a assemblé un, enfance avec l'usine, deux, le séjour en Égypte avec cette espèce de trafic de bière qui a été loupé pour son père. L'idée était géniale, organiser tout autour de la Méditerranée la vente de bière telle qu'on la consommait en Europe. Simplement, il n'y avait pas de bateau réfrigéré, et donc quand l'énorme stock de bière a transité de Gênes jusqu'à Alexandrie, tout ce machin-là était bon qu'à mettre aux égouts. C'était un des premiers grands fiascos, même avec une idée géniale du père de Freddy Sauser. Et puis ensuite, donc, les séjours, Égypte, Angleterre, puis Paris, tout ce qu'on revoit, c'est la structure intérieure de l'appartement. Et pareil pour la maison ensuite en Italie, qui va redévelopper après. Bourlinguer, il y aura tout ce chapitre Gênes où on va la voir, cette maison. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'est ça. On enlève les façades, on enlève les toits, comme dans La vie mode d'emploi de Georges Perec, mais c'était déjà le cas dans Le diable boiteux de Cazotte au XVIIIe siècle. Et puis, on va se balader dans cette ville que vous avez accumulée là, avec ouest, sud, nord, est, mais se balader à travers les murs. Jean Echenoz a repris ça aussi dans je ne sais pas quel livre. À un moment, le narrateur traverse toujours au même étage, 3e ou 4e étage, une suite de maisons en passant d'une chambre au salon et puis en traversant comme ça tout le long de la rue. C'est un principe qui n'est pas neuf en littérature, mais que nous, on va exploiter. Vous enlevez les toits, ou vous passez d'un intérieur à l'autre dans ce bout de ville, et puis vous la traversez par la fantasmatique des appartements, la fantasmatique des intérieurs de maisons. Mais on va le faire sur cette géographie générale, pas comme quand on avait fait sa première cuisine. Vous voyez, on traverse dans l'intérieur des murs l'épaisseur de la ville, et c'est là où elle devient fantastique, mais où elle devient celle de tous, où elle devient essence de cette ville. Et ensuite, ce qui est fascinant chez Sandrard, c'est qu'évidemment, dans chacun de ces jours, on accumule des objets. Et lui manipule ces accumulations. C'est sa syntaxe même. C'est une syntaxe accumulative qui travaille par l'épaisseur, qui s'ouvre toujours comme un monde fractal. Chaque point ouvre un autre à l'intérieur. Et en même temps, c'est que des objets qui sont eux-mêmes chargés de fantasmatique. Les cristaux à moitié déballés, croulant des caisses décloutées parmi l'amas fait du contenu de toutes sortes de tiroirs, vidés à même le plancher dans les copeaux, la sueur, les feuilles jaunies des journaux, les bouts de ficelle, les vieilles lettres, les livres, les piles de livres effondrés, les collections éparpillées de cartes postales à vue. Vous vous rappelez ces petites cartes postales, enfin c'était de mon temps, peut-être pas du vôtre, où à l'intérieur on avait un tout petit œillet, et puis on regardait à l'intérieur et on voyait la ville, un monument, mais évidemment ça a disparu. Mais cette idée de l'emboîtement, de la vue dans l'objet qu'on voit, c'est ça qui est le génie aussi là. Les romances dépareillées, les pièces d'albums arrachées, les pièces de vêtements tombées des armoires ouvertes, etc., etc. Un baromètre détraqué au beau fixe, des diadèmes de strass, un mannequin sans tête, une ribambelle de valises aux prestigieuses étiquettes Capharnaüm, etc. Vous lisez le texte, lisez-le à haute voix, une fois. Peut-être vous serez surpris si vous lisez cette page-là, que j'ai... Donc c'est page 50-51 du Pléiade. Hein. J'ai rien touché, rien supprimé. Faites l'expérience de la lire à haute voix. Et sur cette musique, mais comment ça passe de la fantasmatique des intérieurs à la fantasmatique des objets. Et les objets qui sont intéressants, c'est magnifique chez Sandrard, c'est une plus belle page parce qu'il y a l'enfant qui se réfugie dans ces objets, il appelle ça « mes bêtes » et il s'invente une ménagerie de discours et tout ça. Bon, là, on retombe dans quelque chose qui pourrait être le Grand Mône ou autre, je laisse tomber. Mais c'est comment ce parcours de l'intimité fantasmatique des maisons appelle ces objets, et que ces objets en eux-mêmes surgissent comme étant mémoire de la ville, trace de la ville, présence de la ville, et incarnent ce qu'on cherche d'une humanité, de notre humanité, mais qu'on cherche ici en tant que ce qui est la communauté, c'est-à-dire tous ces fragments d'humanité dont nous faisons partie et qui constituent la ville, eh bien, elle s'exprime par
ces myriades d'objets qui symbolisent chacun cette diversité de temps, de trajets, de visages. Voilà ce que je voulais vous proposer. Explorez cette fantastique page de Sandrard. C'est publié en 1939, mais vous savez que c'est des textes qui sont encore très neufs dans l'approche critique, dans l'utilisation. Le fait que ce travail-là de Sandrard qui fabrique une fausse vie. On sait qu'elle est fausse, la vie. On sait qu'il n'est jamais allé en Chine. On sait que peut-être il n'a jamais pris le transsibérien. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? L'important, c'est que ce qui se fabrique là, dans cette prose, lui-même l'a découvert après 20 ans de commencer comme poète, travailler ensuite à des romans, d'Agnac, tout ça, Rome, sur le fascinant portrait de Jean Galmo, qui est une magnifique écriture. Mais c'est dans ce truc-là où il n'a pas abouti. Et par contre, ce qui va inséminer son savoir fictionnel, skillful, cette expertise, comme disent les Anglais, c'est de revenir à ces textes sur le cinéma qui sont la première idée de New York dans son séjour en 1912 et comment il revient sur l'idée du cinéma dans ces textes qui font le profond aujourd'hui. Et c'est notre prochaine séance, donc je ne vous en parle pas. Mais cette idée des textes de cinéma et sa période où lui-même exerce comme mercenaire de mise en scène, de producteur de films, qui va faire casser ce savoir de la prose et du poème et arriver à cette écriture vile dont Bourlinguet ou Lotissement du ciel sont les accomplissements encore beaucoup trop méconnus. Voilà. Allez, on continue dans l'épaisseur Sandrard. Ça nous aura fait 5 séances avec le petit bonhomme. Ciao, à demain. Si le dieu de l'Internet est avec nous, il s'appelle Orange.